Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Septembre 2018, archipel des Marquises, Polynésie française. Les protagonistes de cette aventure, Élodie Martinez, biogéochimiste, directrice de recherche à l'IRD, Oumaima, élève de première au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Élodie part 21 jours en mer étudier l'influence des îles sur le phytoplancton. Nous revivons, à travers son récit, une expédition à couper le souffle. Plongeons dans l'archipel des Marquises. Le jour se lève sur Nuku'iva, dans l'archipel des Marquises. Les ombres des roches déchiquetées de cette île volcanique créent un paysage un petit peu inquiétant et hypnotisant à la fois. Ah, vous avez bien dormi ? Bah moi, pas dingue, j'avoue, ça bouge pas mal dans le bateau. Ça bouge pas mal et c'est un petit bateau, donc il est connu pour ça, ce bateau-là. Il fait quoi 17 mètres 28 mètres. Oh, il me paraissait tellement petit. Ouais, comparé au gros bateau océanographique, il est vraiment petit et en plus sa construction fait qu'il est connu pour pas mal bouger, donc il faut avoir pas mal le pied marin ou alors faire comme moi, il faut prendre des médicaments. Ah oui, toi c'est pas... Ah non, moi j'ai pas le pied marin, je suis une océanographe qui n'a pas le pied marin. Ça c'est embêtant quand même. Bon, c'est pas grave, je fais avec, voilà, je prends des médicaments. Et toi, Oumaima, tu as le mal de mer ou ça va ? Non, ça va, mais j'ai pas très bien dormi, effectivement. Bah, en plus, on est 2 par cabine. Donc, c'est ça. Enfin, par cabine, par... comment on appelle ça ? Si, cabine, dans les bannettes, c'est les mots, parce qu'il faut s'y mettre aussi. Ça, voilà. C'est très serré. C'est vrai. Le bateau, donc, prend un cap plein est. Comment tu sais où on doit s'arrêter pour faire des prélèvements ? Alors au départ, on a choisi les stations, donc les endroits où on va s'arrêter par rapport à notre connaissance de l'archipel et des îles. Donc on a regardé les images satellites de la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire le phytoplancton qu'on peut voir depuis l'espace. Et puis on s'est aussi positionné en fonction des îles de l'archipel, parce que ce qu'on a voulu faire, c'est se dire si l'archipel et si les îles ont une influence, on va regarder ce qui se passe en amont, c'est-à-dire avant, là où il y a le courant qui n'a pas encore rencontré les îles, et puis après en aval. Et ensuite, on s'est dit, on va aussi regarder, suivant le côté amont-aval, si on est près de l'île, loin de l'île, qu'est-ce que ça va influencer. Donc on a choisi tout le trajet en fonction de ça. Mais alors attends, on voit le phytoplancton depuis l'espace. On voit la couleur de la mer depuis l'espace. Et en fonction de la couleur, on sait où se trouve le phytoplancton ? Voilà, on sait. Alors ça marche pas partout, mais en tout cas dans notre région, ça marche bien. Et en fait, en suivant la couleur, on sait à la fois où il est, puis la quantité potentielle qu'on peut avoir, si on en a beaucoup ou pas beaucoup. Alors je crois qu'ils ont déjà commencé à préparer la sonde. Rappelle-nous, qu'est-ce que, en fait, elle va faire quoi cette sonde ? Alors elle va commencer par regarder, on a une première sonde qui va mesurer la température et la salinité sur à peu près 300 mètres. Et en fait, ça va nous permettre de voir, parce que ça, on va suivre les mesures sur l'écran au moment où la sonde descend. Et ça va nous permettre de choisir des profondeurs particulières. Donc en l'occurrence, on en choisit 12. Et quand la sonde remonte, on va redescendre un autre appareil qui s'appelle, en fait, c'est un ensemble de bouteilles. Et ces bouteilles, elles sont ouvertes et on va les déclencher pour qu'elles se ferment aux profondeurs qu'on a choisies, suivant ce qu'on a observé sur la sonde. Et ça nous permet de remonter de l'eau et après d'analyser. Intéressant. Et on va rester combien de temps à faire du surplace ? Ah, je croyais que t'avais pas le mal de mer. Non, mais c'est compliqué. C'est vrai que le surplace, c'est ce qui est de pire. Ouais, c'est vrai. C'est le roulis, ça c'est terrible. Et aux Marquises, il y a de la houle, donc il faut tenir un peu. En fait, déjà, on va faire ces mesures-là. Et puis après, on va aussi faire autre chose. C'est un filet à zooplancton. C'est un filet qu'on va envoyer à 300 mètres. Et puis on remonte. Et quand il remonte, il attrape plein de choses, plein de petites bestioles. Voilà. En tout, sur une station courte, on reste 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais, quand même. C'est quoi la différence entre le zooplancton et le phytoplancton ? Alors, le phytoplancton dans l'océan, c'est un peu comme l'herbe et les feuilles sur Terre.
c'est une algue qui fait de la couleur verte parce qu'il y a la photosynthèse. Et le zooplancton, c'est le premier, on dit niveau trophique, en fait c'est le premier niveau de bestiole qui vient manger l'herbe, un peu comme on pourrait dire le lapin ou... C'est des petits mini crustacés quoi. Alors ouais, il n'y a pas que des crustacés, mais c'est du mini plancton. Et Elodie, pourquoi tu as choisi d'étudier le phytoplancton ? Alors ça c'est une bonne question. Et tu n'as pas la réponse. À la base, j'ai choisi de faire de l'océanographie. J'étais pas partie du tout pour faire de la biologie parce que j'ai fait des études en physique. Et puis quand j'ai fait ma thèse en physique, je l'ai faite à Tahiti, cette thèse. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté vivant. Et donc le côté vivant avec l'approche que moi j'en avais, sans être une biologiste pure et dure, c'était de venir l'étudier avec les satellites. Et donc petit à petit, c'est comme ça que je me suis spécialisée là-dedans. Ah ça y est, la sonde remonte. On fait quoi, Elodie, là maintenant ? Eh ben, on prépare les bouteilles qu'on va réenvoyer. Donc ça s'appelle des bouteilles Niskin. Donc il faut les armer. Il y a un petit élastique à mettre en place pour pouvoir les aider à se fermer. Et puis dès que la sonde est remontée à bord, on réenvoie les bouteilles. Et puis après, surtout, c'est qu'on va attendre que ces bouteilles remontent. Et puis on va récupérer l'eau des bouteilles dans des petits flacons pour pouvoir faire nos analyses derrière. Mais on fait ça où ? Il y a un labo dans ce petit bateau ? Eh ben, il y a un petit labo. Alors, on est un peu à l'étroit, hein, puis il faut travailler vite, et pas trop se pousser et bien s'entendre. Donc, il y a une partie des analyses qui vont être faites là directement. Et après, sinon, il y a une partie des analyses qui vont être, ce qu'on dit, on fait des filtrages. C'est-à-dire qu'on filtre l'eau et on va récupérer une partie de l'information sur ces filtres. Et puis, on analyserait ça à terre après. Donc, typiquement, le genre de choses qu'on peut analyser, ça va être ce qu'on appelle les pigments dans le phytoplancton, parce que, encore une fois, c'est comme sur Terre, les différents pigments vont donner différentes couleurs, vont donner des informations surtout sur les espèces qu'on peut avoir. Et donc après, nous, on recoupe ça avec les observations satellites qui sont très utiles, mais elles sont imprécises sur plein de façons. Donc on recoupe les informations des différentes méthodes qu'on utilise. Bon, moi, je vais vous laisser classer le phytoplancton parce que à l'intérieur, moi, c'est compliqué. Donc je vais rester sur le pont. Peut-être qu'ils auront besoin de moi. Ça vous va ? Ça me paraît bien, ouais. Et en plus, tu vas pouvoir voir les îles, c'est génial. Nickel. Je prends des photos. Pourquoi il faut classer le phytoplancton ? Alors, en fait, tu peux les classer par espèce. Donc ça t'intéresse parce que les différentes espèces, elles n'ont pas la même importance dans la nature. Et après, tu as aussi on les classe par taille. Et ça va nous permettre, pareil, de faire des liens écologiques parce que suivant l'environnement, on n'a pas les mêmes espèces qui correspondent souvent à des tailles. Tu vas avoir des espèces qui sont plutôt grosses, des espèces plutôt petites. Et la classe de taille, c'est quelque chose de très facile à avoir comme paramètre. Et puis après, ça nous permet en plus, encore une fois, de venir faire le parallèle avec les satellites parce que les classes de taille, c'est des choses qu'on essaye de mesurer depuis les satellites. Donc après on fait le lien entre les deux, par exemple ce qu'on va voir avec le satellite, on va se dire on pense que c'est ça, et puis on vient faire une réalité terrain et on couple les observations et on va dire oui, on avait raison, c'était bien comme ça que ça marche. Et donc depuis le satellite, on confirme que notre produit il est bon parce qu'on a regardé avec ce qu'il y avait dans la mer et on sait que ça marche bien. Quand on dit grand, petit, c'est environ quelle taille ? Alors c'est tout petit parce que c'est des algues microscopiques, hein, donc c'est plus petit qu'une tête d'épingle. Enfin c'est même pas ça, c'est dans une tête d'épingle tu as des milliers d'espèces. Donc on parle de nanomètres, picomètres et micro pour les gros. Donc c'est vraiment tout petit. Bon, ça avance en bas ? Oui, ça y est, on a presque fini là. On est en train de remonter les bouteilles, on fait la place et on peut envoyer le filet. C'est trop bien ça, on va manger du poisson ce soir. Je crois que c'est raté, parce que le filet, c'est du filet à zooplancton, donc c'est tout petit, c'est gélatineux. Ah oui, c'est le filet dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ça donne pas très envie. Hein. Mais ça peut quand même attraper des poissons au passage par mégarde, non ? Je crois pas que ça soit jamais arrivé. D'accord. Ça remonte un peu vite, après les poissons ils essayent ils sont un peu rapides pour y échapper. Puis le filet il est pas très grand, hein, il fait un bras d'homme de diamètre quoi. Donc, ah oui, ce serait vraiment pas de bol pour poisson. Voilà. Et en fait qu'est-ce que tu vas faire avec ce zooplancton ? En fait suivant les différents endroits on fait des mesures, justement on regarde le phytoplancton, on va regarder à quelle espèce de zooplancton
on a observé. Donc parce que par exemple, les espèces elles évoluent si on est au début d'un bloom. Un bloom c'est une croissance phytoplanctonique. Donc tout d'un coup il y a plein de bonnes conditions, le phytoplancton il se développe et puis on a un bloom. Et derrière, le zooplancton va arriver, va commencer à manger. Donc on dit brouter le zooplancton. Et donc en fait, cette évolution-là, elle se traduit aussi par des changements des espèces. Et donc regarder par exemple quelles espèces on a en zooplancton, ça nous donne l'évolution de où on en est dans le bloom. Est-ce qu'on en est au début ? Est-ce qu'on en est à la fin ? Parce qu'on n'a pas les mêmes espèces, plutôt carnivores, qui vont arriver. Donc, il y a des saisons ou c'est en fonction de la journée ? Alors, c'est pas en fonction de la journée. Alors, en fonction de la saison, suivant les endroits, ça peut être le cas. Mais là, typiquement, nous, ça va être plutôt de l'ordre de 2-3 jours, une semaine. D'accord. L'évolution du bloom. Ok. Oula. Donc, le filet est en train de remonter, là. Ce qu'on voit, c'est l'eau qui s'échappe du filet, surtout. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est le ramener un peu vite pour pas qu'il tape sur le bateau, pour pas que ça se renverse. Et surtout, c'est quand on le récupère, au fond du filet, il y a une petite boîte avec un petit filtre. Et donc là, on vient récupérer cette boîte-là. Et c'est ça qu'on va... on dévisse en essayant de ne pas en renverser, ça c'est important. Et après, on va venir rincer cette boîte avec un petit fil pour récupérer que la partie du zooplancton et pas toute l'eau qu'il peut y avoir autour. Et ça donne quoi justement, qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble un peu à une pâte. Alors suivant les endroits, des fois un peu marron, un peu verte. On peut avoir des couleurs très contrastées suivant où on est justement. Et puis on voit quand même les tout petits organismes qui sont des gros du coup pour eux, mais on peut en voir un certain nombre. Parce qu'ils sont très 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 nombreux aussi dans ce filet. Ah, ils sont aussi très nombreux, mais bon, beaucoup moins que le phytoplancton, c'est quand même beaucoup plus gros. Il est 18h et il fait déjà quasiment nuit. Oui, dans le coin, forcément, le soleil se couche beaucoup plus vite. On va pas tarder à passer à table. On mange quoi ce soir? En général, on mange bien sur un bateau. On a un super cuisinier à cette campagne-là qui nous fait plein de gâteaux. On se régale. Et c'est quoi au menu alors ce soir, tu sais? Alors ce soir, il a fait un mélange avec du poisson. Alors pas pêché parce qu'on n'a pas réussi à en pêcher. On l'a acheté parce qu'on s'est arrêté sur une des îles. Donc du super poisson quand même. Et du ourou. Ourou, c'est le fruit de l'arbre à pain. Ça ressemble à un mélange entre rien en fait. Ça fait un peu pomme de terre le goût. En plus sucré et encore meilleur. C'est super bon. C'est très très bon. Et alors visuellement, par contre, on n'a pas pu en prendre non plus 36 parce que ça prend beaucoup de place. Le ourou, c'est un ballon de basket vert. C'est exactement ça. C'est exact. Et alors frit, il nous a fait ça en frites. C'est excellent. C'est bizarre un peu. C'est vrai que la texture est un peu particulière. Il y a un côté un peu crémeux. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aime bien. Et comme c'était un repas vert, après on a eu du corosol en dessert. Ah ouais, c'est trop bon ça. C'est bon, ça. Tu sais s'il y a de la confiture de corosol? Ouais. Oh, j'adore, trop bien. Élodie, il faut absolument que je te pose la question. Est-ce que tu as un lien avec Florent Martinez, le prof de français? Non, désolée. Dommage. Bah ouais, mais tu sais, des Martinez, il y en a quelques-uns sur la planète. Après ce bon repas, une partie de l'équipage se rend sur le pont pour observer le ciel. Il faut dire que c'est magnifique. Le soir, quand enfin on s'arrête, on a ce petit moment hyper privilégié où on va aller sur le pont. Alors il y a ceux qui, notamment l'équipage, qui continue en partie à travailler parce qu'il y a les machines à surveiller, il y a la route à suivre. Mais en tout cas, sur les 6 scientifiques qui sommes à bord et les membres de l'équipage qui travaillent pas, c'est le moment où on vient se poser un peu et voilà, c'est un peu la quiétude après la journée de mouvement. Il y en a qui vont sortir des guitares, des fois, les harmonicas. On a une collègue qui chante hyper bien, donc qui se met à chanter, ça arrive. Et puis on regarde les étoiles parce que souvent le ciel est hyper dégagé et ce qui est super, c'est que les constellations, c'est pas les mêmes que chez nous. Donc ça a encore quelque chose de magique comme on n'est pas dans le même hémisphère. Et puis suivant les soirs, on a les îles pas très loin. Donc on a les îles quand même qui se dessinent derrière et là c'est un moment assez fantastique, très... ça relève presque du film. On verrait une île apparaître sous la brume. Et puis elles sont belles ces îles, elles sont hautes, donc elles prêtent au rêve. C'est spectaculaire. Ouais.
gros problème là. Y a pas de réseau ici ? Ah, alors moi je dirais pas que c'est un gros problème. Je sais que c'est dur quand on n'a pas l'habitude. Moi non plus, j'ai pas l'habitude. Mais alors en même temps, quel calme, quelle sérénité. Et non, on n'a pas de réseau. Ça fait une cure. Ouais, c'est ça. Mais toi qui as des enfants, comment tu fais pour garder le contact ? Ah, bah alors sur une campagne comme ça, il faut savoir que toutes les campagnes sont pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de campagnes en mer sur des gros bateaux où la communication peut être beaucoup plus facile. Là, on est sur un petit bateau et on est quand même très éloigné aussi en pleine mer. On a une petite connexion, mais qui permet d'envoyer quelques mails de temps en temps, mais effectivement pas de WhatsApp, pas de visio, on s'envoie des petits messages, des petits mails et puis ça s'arrête là. Donc c'est un peu dur. C'est un peu dur pour tout le monde. Après, faut être honnête, hein. On est tellement dans l'action toute la journée que c'est vraiment le soir quand on s'arrête qu'on y pense surtout. Ouais, on se noie dans le travail pour pas y penser quelque part. Non, t'as pas le temps. Ouais. Donc t'enchaînes et puis et bon, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Il est 8h et on est déjà sur le pont dans tous les sens du terme. On a une manip un peu particulière à faire puisque l'on doit déployer des flotteurs. Tu nous expliques, Elodie ? Alors un flotteur, c'est un instrument qui prend des mesures et qui va se déplacer dans l'eau tout seul. Alors, il se déplace dans l'eau dans le sens où il descend et il monte. Il va pas aller à gauche ou à droite. Ça, il suit les courants. L'avantage de cet instrument, c'est que en fait, ça ressemble à un gros suppositoire qui fait 1m80 de haut. Et donc on met à l'eau et là par exemple on a des flotteurs qui vont nous permettre qui vont descendre à 1000 mètres et quand ils vont remonter ils vont mesurer la température, la salinité, la concentration en chlorophylle. Ça c'est un indicateur du phytoplancton, c'est comme la couleur verte dans la mer ou sur terre. Ils peuvent mesurer aussi l'oxygène. Et quand le flotteur, donc il met à peu près 3 heures pour remonter vers la surface et quand il arrive en surface il envoie les données au satellite et redescend. Et puis, il va faire ça soit tous les jours, soit des fois 3 fois par jour ou une fois tous les 5 jours. C'est nous qui lui disons ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Donc, tous les combien, il va devoir faire ça. Et ce qui est super, c'est que on va le mettre à l'eau en même temps qu'on fait nos mesures. Comme ça permet de comparer avec nous les mesures qu'on fait vraiment dans l'eau. Je veux dire, avec des bouteilles et ce qu'on va analyser. Et puis après, ce flotteur, en fait, il va vivre sa vie et il peut envoyer des mesures pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans et il va dériver. Et donc on va continuer à avoir de l'information autour des îles ou plus loin parce qu'on ne décide pas où est-ce qu'il va dériver. Et du coup on continue à avoir plein d'observations après. Donc c'est cool finalement, on n'a rien besoin de faire. Alors non, c'est vrai, on peut dire ça pour ce côté-là. Par contre, la différence, c'est... déjà, c'est pas si simple que ça. Hein. Je t'ai oublié quand même. Hein. C'est que hier, quand on a voulu le mettre à l'eau, il faisait tellement chaud qu'on a eu un message d'alarme comme quoi tout était cassé et que ça marchait plus. Il a fallu le faire refroidir, le flotteur. Non. C'était un petit coup de stress, ça, hier. Moi, je faisais la sieste à ce moment-là. T'as eu raison. Et puis, attends, il y a aussi une station longue qui nous attend là. Ah oui, après, c'est ça. Ça consiste en quoi ? La station longue, c'est une station où on va faire d'autres mesures on peut pas faire tout le temps parce que c'est très long à faire, parce que ça coûte très cher. Et donc, on choisit des endroits particuliers pour les faire. Et donc, particulièrement, tu vois, la station longue, là, qu'on va faire, ça va nous permettre de faire, entre autres, des mesures de fer, parce que dans les mesures qu'on fait classiquement sur les stations courtes, on va mesurer ce qu'on appelle les macronutriments. C'est les nitrates, les phosphates, exactement comme quand comme sur Terre en fait. Tu vas avoir un enrichissement par les nitrates. Les problèmes, par exemple, d'algues vertes liées à l'agriculture en Bretagne, justement, à un moment, c'était lié aussi aux nitrates qui étaient déversés dans la mer. Donc ça, c'est les premiers nutriments. Et puis tu as ce qu'on appelle les macronutriments ou les métaux traces, comme le fer. Et le fer, c'est quelque chose aussi qui peut être très important pour le développement du phytoplancton, suivant les espèces qu'on a. Le problème, c'est que le fer, c'est très compliqué à mesurer parce qu'il y en a pas beaucoup dans l'océan. Et qu'en plus, alors ça dépend encore une fois des régions, mais en tout cas, nous, aux Marquises, on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais que peut-être il y en ait qui soient injectés par la présence des îles. C'est ça qu'on veut mesurer. Et donc ces métaux traces, en plus, il faut les mesurer, du coup, comme ils sont peu nombreux, en filtrant des litres et des litres et des litres d'eau. Et en plus, dans un contexte qu'on appelle ultra propre, parce que si tu as une toute petite contamination de tes échantillons, tu perds tout. Donc, exemple, on est sur un bateau en fer. C'est ce que j'allais te dire, c'est que comment on fait pour pas tronquer les mesures ?
Et ben en fait, il y a tout un travail en amont de nettoyage du système de récupération de l'eau. Et ensuite, on amène cette eau dans un endroit qu'on appelle ultra propre. Et il faut travailler avec des gants, avec une hotte aspirante, avec une hotte en téflon, que des matériaux spécifiques. Et en l'occurrence, des fois, ça loupe, quoi. Donc par exemple, là, on est sur la 2e campagne aux Marquises. Je crois que ça n'a pas très bien marché, alors que la première campagne, on a des super résultats. Ça arrive. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Qu'est-ce que ça nous apprend de mesurer le fer ? Ça va nous apprendre quels sont finalement les nutriments sur lesquels le phytoplancton peut compter dans la région. Et celui-là en particulier, est-ce qu'on en a finalement qui va être apporté par l'île ? Est-ce qu'on en a en fait, tout simplement ? Ah, moi j'ai une question qui peut peut-être sonner un petit peu bête, mais pourquoi c'est bien d'avoir du phytoplancton dans l'océan ? C'est d'en avoir en quantité importante ? C'est un peu... on peut vraiment faire le parallèle, encore une fois, avec l'herbe et les feuilles et les arbres en fait sur Terre. C'est-à-dire que le phytoplancton, déjà, ce qu'on ne sait pas trop, on ne le sait pas assez en dehors de la communauté scientifique, mais 50% de l'air qu'on respire, ça vient du phytoplancton. Parce qu'on parle tout le temps de la forêt amazonienne et du rôle des forêts, comme poumon de la Terre, le deuxième poumon, en fait, c'est le phytoplancton. Okay. Les mangroves un petit peu, les posidonie un petit peu, et essentiellement le phytoplancton. Essentiellement le phytoplancton. Parce que ramené à la surface... il y en a pas mal. C'est énorme. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la partie où ça capte le carbone, donc notamment pas tout justement, mais une partie du CO2 qu'on émet, que l'activité humaine émet dans l'atmosphère et qui est responsable du réchauffement de la Terre. Il y a une partie qui est captée par le phytoplancton et ça permet d'en enlever un peu de l'atmosphère, donc il a un rôle important aussi pour ça. Et puis après, c'est aussi, encore une fois, comme l'herbe ou les forêts, c'est la base vraiment de la chaîne alimentaire. Donc si on a du phytoplancton, on va avoir du zooplancton, et puis derrière on va avoir des petits poissons, et des moyens poissons, et des gros poissons. Alors je suis désolée de vous interrompre, mais le capitaine vient de me dire que l'on va pouvoir débarquer sur l'île d'Eiao, c'est tout au nord de l'archipel. Ça peut faire du bien, non, de se dégourdir un peu les jambes. Ouais, c'est une bonne idée. Ça a l'air d'être terre hostile, mais c'est une bonne idée. Bon, j'imagine, Elodie, que tu vas vouloir faire des prélèvements. On va essayer. Et on s'arrête jamais, en fait. Non. Dit-elle avec le sourire. On est une toute petite équipe à monter dans le Zodiac, 4 personnes pour débarquer. On est assez excités, j'avoue, quand même, à l'idée de découvrir cette île inhabitée. Comment tu te sens, toi, là, Elodie ? C'est un peu particulier parce qu'elle est très, très bizarre. Elle est très aride. On est dans une baie où l'eau est vraiment marron. Alors, c'est un peu le côté excitant, parce que pour nous, le côté marron, c'est le côté ferrigène des îles, parce que les îles, elles ont une origine un peu volcanique. Elles sont issues de ce qu'on appelle un point chaud, donc c'est pas un volcan. C'est une remontée magmatique et après la plaque se déplace. Tout ça pour dire qu'on risque pas que le volcan se mette en éruption. C'est bon, on est rassurés. Voilà. Mais par contre, on est sur des îles où il y a eu cette activité volcanique, et donc il y a cette terre ferrigène. Mais c'est pas l'image paradisiaque qu'on a de la Polynésie française. Moi, je pense que ça ressemble plus à Jurassic Park. Ça va, mon petit frère, il aime trop ça. Jurassic Park, ouais. Attends, on en reparle après. C'est clair, parce qu'on a dit inhabité par les humains, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur l'île. Des dinosaures ? Peut-être. Bon, en tout cas, faut qu'on s'accroche parce que ça se coupe pas mal là. Ouais, il y a un peu de houle là. Puis alors l'eau, elle est quand même très marron. Moi, j'ai pas très envie de tomber dedans parce qu'en plus, les marquises, on sait, il y a pas d'attaque, hein. Mais quand même, il y a des requins. Alors moi, j'ai pas très envie d'aller tomber là. Et puis tu les vois pas arriver, là, vu la couleur de l'eau. Ah, tu vois rien. C'est pas rassurant du tout. Non, c'est vrai, là, ça donne pas très envie. Bon, on va pas tomber à l'eau, ça va bien se passer. Non, on va pas tomber. Le Zodiac nous dépose. Bizarrement, il repart direct parce que tout simplement, en fait, il y a tellement de vagues qu'il pourrait se retourner. Ouais, c'est trop dangereux. Donc, il nous avait gentiment déposé et il est vite reparti. Qu'est-ce que tu veux faire comme prélèvement ici ? Alors là, on est au fond de la baie. L'idée, ce serait de remonter un peu et d'essayer de trouver une source d'eau, un bout de rivière, un fond de rivière. Et si on prend de l'eau, donc on a pris nos gants et nos petits flacons stériles, on voudrait aller récupérer de l'eau pour voir. Alors les nitrates, c'est ce dont je parlais, qui sont assez communément présents dans l'eau aux Marquises, mais du fer.
on voudrait voir un peu quelle quantité de fer pourrait venir de l'île en fait. Parce que peut-être que c'est quand il pleut que ça prend du fer des îles et que ça les envoie dans la mer et que ça permet au phytoplancton de là se développer énormément. Alors là, on remonte ce qu'on a identifié comme étant un cours d'eau, bon, sauf qu'il est à sec. Donc on va essayer de remonter un peu et de voir si on peut quand même trouver un tout petit peu d'eau quelque part. Donc on remonte ce cours d'eau, c'est une île haute, donc c'est très encaissé. On est entre des arbres et de la végétation assez dense, des gros cailloux, dans ce fond de rivière où il n'y a pas d'eau. Il fait chaud. Et il fait très très chaud. Et voilà, donc on avance, puis là on est arrivé à ce qui, quand il y a de l'eau, doit ressembler être une cascade. Donc on a cette paroi verticale qui remonte sur peut-être 50 ou 60 mètres, assez vertigineuse, et pas d'eau. On va pas devoir escalader la paroi quand même. Ah non, attends. Je crois que Max a trouvé un petit coup d'eau là. Ah, on est sauvés. la petite flaque, ça va suffire? Ça va aller, on va prendre ça et on verra bien parce qu'on va pas s'amuser à remonter je ne sais où. Parce qu'elle a l'air déjà quand même... ça. Oui. Ouais, exactement. C'est pas dangereux ici. Si les gens ne débarquent pas, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Alors en fait, je crois qu'ils ont pas trop le droit de débarquer. On n'a pas le droit d'être ici en fait. On n'a pas le droit de débarquer sur cette île. C'est un secret. Les manips, le peu d'eau qu'il y a, on va pas la laisser s'évaporer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut t'aider? Oh bah là, on est un peu en pause. Hein. Donc bon, c'est tranquille, on prend juste les petits pots et... On prend les petits pots, puis on va rentrer. Le tout, c'est de bien s'assurer qu'elles sont dans les sachets hermétiques et que pour pas les contaminer. Mais ok. On en profite là. Bon bah c'est parti. Bon bah on va pas se baigner dans la rivière puisqu'il n'y a pas d'eau, mais on se fait une petite pause déjeuner. À la plage. Ah ouais, on peut à la plage. Oh, allez, ça marche, on fait ça. Bon, c'est du sable noir, hein, ça change. Hein. C'est pas les plages blanches paradisiaques de Bora Bora. Ouais, mais c'est beau, moi j'adore. Mais ça donne un contexte ouais, différent. C'est unique. Ouais, c'est clairement. unique. On n'a pas l'habitude. Hein. Ah, c'est vrai que c'est beau, franchement. Il y a un côté, seul au monde. Vous avez vu le film? C'est exactement ça. Oui, Wilson. Ah bah je te le conseille. Il est pas, c'est pas plus mal que tu l'aies pas vu avant de venir ici. Ouais, je le regarderai après alors. Aïe! Je vais me faire piquer par un truc là. Mais moi aussi. Ça ressemble à quoi? Bah je sais pas. Un moustique? Bah non, c'est bizarre, c'est juste une mouche, c'est qu'un moucheron. Oh là là, c'est les nonos là. On s'en va direct. Attends, c'est quoi, horrible, c'est quoi les nonos? Bah, les nonos, c'est une mini mouche qui vient de piquer. Après, ça te démange pendant des jours et des jours et des jours et des jours. On s'en va, vite. Allez, t'as une VHF, tu peux appeler les marins parce que là ils sont pas là en fait. On n'a qu'à foncer là au fond. Il y a les rochers à la sortie de la baie, puis on les appellera là-bas. Ok, ça marche. Allez, on y va, on fonce là. Allez les filles, se dépêche là. C'est pas compliqué là. Dépêchez-vous, allez. Allez, on court là. Vas-y, Elodie, appelez là, ça nous tout dessus, j'en suis sûre là. Victor, c'est Elodie, tu nous reçois? Tu peux venir nous chercher, s'il te plaît? On est au bout de la sortie de la baie. On n'est pas resté sur la plage parce qu'on vient de se faire attaquer par les nonos. Donc, écoute, on te fait signe, tu nous repères et si tu peux venir nous chercher assez vite, ce serait super. Ça marche, par contre, je viens pas à la plage, je vous récupère au niveau des rochers. Ok, super. Donc là, en fait, on fait comment? Eh ben, on va descendre là au bord le plus possible près de l'eau et puis il va venir s'approcher et va falloir sauter dans le bateau, quoi. Mais attends, là, le risque c'est de tomber dans l'eau, non? Ah ouais, tu peux. Tu peux. Non mais c'est mort, hein. Moi je saute pas à l'eau, c'est sûr qu'il y a des requins. Franchement, il y a des chances quand même. Après, ici les requins c'est un peu comme les chiens pour nous. Sauf que les requins tigres ils font 4 mètres de long, quoi. Ouais, et puis ici aux Marquises il n'y a pas vraiment de requins tigres. T'as d'autres requins, mais surtout ils ont assez à manger. Donc normalement on craint rien, hein, mais même moi j'ai pas très envie de tester en fait. On sait jamais, je tiens à ma vie. C'est quoi comme requin dans le coin? Tu vas avoir des pointes noires et puis avoir des marteaux. Ah ouais, mais ça c'est gigantesque en plus les requins marteaux. Alors ça c'est des pas très gros. Ceux-là ils sont pas très très gros, ils font 3-4 mètres. Et ils ont assez à manger. Ils ont des raimentas à manger. Donc, par contre, si on se met à l'eau, peut-être on verra les raimentas. Ouais. Tu le tentes ou pas? Non, merci. On retourne à bord du bateau. Heureusement,
personne n'est tombé à l'eau. Bon, il ne se serait peut-être pas passé grand-chose, mais on ne le saura pas, tout va bien, on est de retour à bord. La mission va passer à une vitesse folle entre les stations de prélèvement, les rencontres fortuites avec des Raimentas, ça c'était super, et un petit moment de détente sur l'île Ivaoa où on a fait une randonnée qui nous emmènera sur les tombes de Jacques Brel et Paul Gauguin. Notre esprit est bien occupé. Mais ce soir, on l'a pas vu venir, c'est le dernier, tous ensemble, à bord du bateau. Comment tu te sens, Élodie ? Nostalgique, excitée, parce que c'était humainement et scientifiquement une expérience incroyable. Dans ce décor que j'aime profondément et qui est vraiment sublime. Il y a un peu de nostalgie que ce soit la fin. En même temps, ça fait déjà 3 semaines qu'on est parti, donc il y a aussi l'envie de retrouver la famille, de rentrer, de se reposer, d'arrêter de prendre des médicaments pour pas être malade. Et des boules caisses, parce que moi, ma voisine de chambre, elle ronfle. Alors ça, c'est pas facile, ça. Hein. Ça peut être long, 3 semaines. Mais c'est vrai que ça fait drôle. C'est une ambiance un peu mitigée, quelque part. Ouais, c'est ça. Et on crée du lien. On crée un joli lien avec les gens avec qui on passe autant de temps sur un bateau. Ça, c'est assez incroyable. C'est qu'on peut se retrouver avec des inconnus, donc ça passe ou ça casse. Hein. Mais en tout cas, en 3 semaines, tout est tellement plus intense. Ouais. Les amitiés se font beaucoup plus rapidement et tout de suite, c'est beaucoup plus fort. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Ouais, ça crée un lien différent parce qu'on n'est pas dans la vraie vie. On est dans quelque chose d'hors du commun. Et ouais, ça crée un... Comme tu dis, des fois ça casse, mais sinon ça crée des jolis liens. Et quand ça passe bien. C'est super. Et là, on a eu une campagne en mer où tout s'est très très bien passé. Et ça, c'est cool. Et qu'est-ce qui ressort de cette mission ? Alors cette mission-là, encore une fois, il y avait 2 campagnes en mer, avec 2 moments très différents. Cette mission-là, on a eu des conditions où on a quelque chose de très joli et de très propre entre ce qui se passe avant les îles et ce qui se passe après. Et on voit très très bien l'apport lié aux îles. En termes de nourriture pour le phytoplancton, donc de nutriments dans l'eau, en termes d'espèces phytoplanctoniques, on voit aussi très très bien les différences très proches de la Terre et plus ou moins loin de la Terre. Donc ça confirme l'effet d'île. Alors oui, l'effet d'île, on le sait, on l'observe depuis le satellite depuis longtemps. Par contre, ça nous aide un peu plus à caractériser sur comment ça se passe aussi dans l'eau sur les 100 premiers mètres ou 150 premiers mètres. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est quand on regarde la 2e campagne, parce qu'on pourrait dire que justement, ça nous apprend rien. Et justement, c'est l'inverse. Enfin, c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir des courants qui partent dans tous les sens. Et on se rend compte que l'effet d'île, il peut être beaucoup plus compliqué et très mélangé. C'est-à-dire très mélangé par rapport à ce qui se passe avant et après. Parce que le avant et après, finalement, ça dépend du courant. Et le courant, il peut être très très différent d'une saison à l'autre. Donc, et là, ça devient beaucoup plus difficile à analyser comme campagne. Parce que c'est chaotique. Et toutes ces mesures qu'on a fait sur l'oxygène et la salinité, qu'est-ce que ça nous a apporté ? On voit bien, par exemple, la différence entre le nord et le sud de l'archipel, parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle les mêmes masses d'eau. C'est-à-dire que l'eau ne vient pas du même endroit. Donc, par exemple, au sud de l'archipel, on a une eau qui est très salée à 100 mètres. Et quand on est au nord de l'archipel, vers l'équateur, elle est beaucoup moins profonde et elle est moins salée. Et ces différences d'eau, ça veut dire qu'on a des conditions aussi sur les nutriments qui peuvent être très différentes, donc entre le nord et le sud de l'archipel, pas seulement en amont et en aval. Et c'est fou parce que c'est pas non plus des distances, enfin c'est assez important, mais c'est pas non plus hyper éloigné. Non, c'est vrai. Mais c'est positionné à un endroit du Pacifique où effectivement, du coup, ça se voit très bien. C'est incroyable. Et je me demandais, c'est quoi l'impact du dérèglement climatique sur le phytoplancton ? Oh là, alors là, il y en a plein. Il y a du dérèglement direct qui va être, par exemple, le réchauffement de la température qui va jouer sur les organismes. Est-ce que quand l'eau devient plus chaude, à quel point ça vient abîmer d'une certaine manière les organismes qui ne sont pas faits pour vivre dans ces eaux chaudes ? Et puis aussi de manière indirecte, parce que, par exemple, si tu as des eaux plus chaudes, les nutriments qui sont souvent dans les eaux plus profondes, en fait, ça agit un peu comme une barrière et ça empêche une partie de ces nutriments de remonter vers la surface, là où il y a le phytoplancton. Donc, suivant les endroits, tu auras moins à manger, donc tu auras moins de phytoplancton. Mais si tu as moins de phytoplancton, potentiellement, derrière, ça a un impact sur les poissons.
Donc l'impact, il peut être de plein de façons et ça va être différent suivant les régions, mais en tout cas, il est très important. Est-ce qu'on voit déjà ces effets-là ? Alors, suivant les régions, ouais, on les voit déjà. Ça se traduit donc justement par l'extension. Donc, le centre des océans, c'est ce qu'on appelle des gyres. C'est des très très grandes surfaces et c'est typiquement des régions où en surface, t'as pas beaucoup de nutriments et donc pas beaucoup de phytoplancton. Et ces régions-là, donc on appelle ça des déserts océaniques en fait. Et ces régions-là, comme ça se réchauffe et elles s'étendent, tu vois, comme le Sahara. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe. C'est assez malheureux. C'est triste, ouais. Et puis c'est inquiétant aussi. Mais on va pas finir sur une note négative. Bah non, surtout que les marins, ils ont sorti les guitares et l'harmonica et je crois entendre même des petites notes de chant. On va les retrouver, ça vous va ? Ah ouais, carrément. Élodie, moi j'ai 16 ans. À mon âge, c'était quoi ton rêve ? À ton âge, je voulais être pilote de ligne. Ce qui n'a rien à voir. Mes parents étaient hôtesse et steward. Et en fait, avec un peu de recul, je pense que surtout ce que j'aime, c'était le voyage. Et j'ai eu des problèmes aux yeux, j'ai pas pu faire ça. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, ce que j'aime, moi, c'est la mer. Voilà. Et je suis devenue océanographe. Et j'ai bien fait parce que je voyage et j'adore mon métier. C'est super. Et maintenant, c'est quoi ton rêve ? Continuer à m'éclater autant. Je pense que ce qui est génial, c'est effectivement d'avoir un métier passion, la recherche pour quasiment tout le monde, en tout cas presque tous les chercheurs que je connais. Et donc c'est vrai que c'est super de se lever le matin en étant content d'aller au travail, même si forcément c'est un métier, donc c'est pas forcément le cas tous les jours, mais c'est quand même souvent ça. Et ce que j'aime aussi aujourd'hui par rapport à quand j'ai débuté, c'est la transmission. Donc j'ai beaucoup d'étudiants en master ou en thèse, et de passer ce flambeau-là, que ce soit les connaissances, mais aussi l'enthousiasme. Je crois qu'il n'y a rien qui me régale plus que quand j'ai un étudiant en face de moi qui s'éclate à faire ça. Ça, je trouve ça génial. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de production durable, et enregistré dans les logos de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.